La totalité de la responsabilité pour une éventuelle contamination de cultures conventionnelles par des OGM reposera sur le seul producteur, tandis que les semenciers et les distributeurs mettant sur le marché des organismes génétiquement modifiés se voient totalement dédouanés. Vous ne réagissez pas là-dessus, M. Jacob. La configuration même du Haut Conseil des biotechnologies, censé réguler la mise en culture, montre de manière très précise la façon dont l'ensemble du système mis en place est placé d'emblée dans la dépendance de ces firmes. Nos assemblées ont ainsi refusé que le Haut Conseil dispose des moyens humains et financiers propres à garantir son indépendance dans sa mission d'expertise. De même, a été refusé qu'il ait prioritairement recours aux organismes de recherche publique pour opérer les évaluations. Bref, tout ou partie de l'évaluation pourra être déléguée aux firmes privées. De même, la désignation des membres du Haut Conseil témoigne d'une grande opacité. Ainsi a été repoussé un de nos amendements qui prévoyait que les membres du Haut Conseil attestent sur l'honneur n'avoir eu, durant les 5 années précédant leur nomination, aucun lien professionnel ni financier avec un organisme privé producteur, commercialisateur ou utilisateur d'OGM. Ce rejet est déjà un aveu. La question des essais en plein champ témoigne de la même manière de la mainmise programmée de l'agro-industrie sur la recherche agricole. J'ai proposé que ne puisse être autorisé de manière exceptionnelle que les seules disséminations volontaires émanant d'instituts de recherche publics et visant à évaluer la réalité du risque sur l'environnement. Le rejet de cet amendement montre que le gouvernement entend généraliser les essais en plein champ des firmes internationales dans un objectif unique de rentabilité pour leurs actionnaires. Mais cette domination organisée des grands groupes s'accompagne aussi de l'absence de véritables contre-pouvoirs démocratiques issus de la population et des producteurs. Le projet de loi adopté en première lecture par notre Assemblée puis le Sénat donne en premier lieu, au sein du Haut Conseil, la primauté aux conclusions d'un comité scientifique dont l'indépendance, nous venons de le voir, est loin d'être garantie. Le comité économique, éthique et social est en effet réduit à formuler de simples recommandations. Bref, la question de l'utilité même d'un OGM, portée par ce comité, ne sera prise en compte que de manière secondaire. Mais pourquoi s'embarrasser d'un tel avis quand l'agrobusiness fixe les objectifs? Cet amoindrissement du rôle de la société civile est renforcé par les lacunes dans la composition même du comité économique, éthique et social. Ainsi, la participation des syndicats agricoles représentatifs, mais aussi de l'ensemble des secteurs ayant des modes de production spécifiques sous signe officiel de qualité, ainsi que les apiculteurs, n'est pas garantie. Enfin, la question de la saisine du Haut Conseil souffre du même déséquilibre démocratique. Il aurait dû être rendu possible pour toute personne, quel que soit son statut juridique, de saisir directement le Haut Conseil de toute question intéressant son domaine de compétence. Cette proposition avait été émise à l'unanimité par l'intergroupe OGM du Grenelle de l'environnement. Or, ce refus d'élargissement est en réalité une régression par rapport à la commission du génie biomoléculaire. Mais je voudrais maintenant revenir brièvement sur l'ajout des 2 phrases du Sénat à l'amendement que j'avais fait adopter en première lecture et qui permettait de protéger du développement des OGM les filières de production et de commercialisation qualifiées sans OGM. La première phrase ajoutée par le Sénat dispose que, je cite, « La définition du sans-organisme génétiquement modifié se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. » Or, cette définition communautaire n'existe pas. Quelle utilité dans ce cas de se référer à la réglementation européenne? Ce rejet est une coquille vide. Rien n'empêche en effet les États, de définir le sans-OGM sans pour autant annoncer que l'Europe aurait compétence à l'établir. Cette nouvelle phrase est donc tout bonnement un leurre. Comment interpréter ensuite la seconde